Monsieur le directeur, Éminence, mes chers collègues, mesdames et messieurs, les leçons inaugurales sont toujours des événements importants, je pense. Mais la leçon que nous allons entendre ce soir revêt une importance tout particulière. C'est parce qu'une 53e chaire vient d'être créée, chaire que nous appelons chaire européenne, que cette occasion est unique. Cette chaire européenne est destinée à accueillir pendant une année académique complète un savant, qu'il soit un scientifique ou un littéraire, appartenant à un des pays de la CE, et de lui confier un enseignement et qui poursuive ses recherches exactement comme n'importe quel professeur du Collège de France. Avant de vous donner la parole, mon cher collègue, puisque c'est vous qui, sur la proposition d'ailleurs de notre collègue le professeur Zen, avez été proposé par l'Assemblée pour occuper pour la première fois cette chaire européenne. Avant de vous donner la parole, j'aimerais rappeler comment cette affaire a pris corps. Depuis déjà de nombreuses années, les professeurs du Collège de France ont le souci que leur enseignement ne soit pas uniquement réservé aux auditeurs de la région parisienne. De sorte que notre autorité de tutelle nous a autorisé à donner une partie de notre enseignement en province, dans les universités, dans les instituts de recherche qui le souhaitent, bien entendu. Alors cette disposition, depuis 2 ans, vient d'être étendue aux grands établissements français à l'étranger, comme la Casa de Velázquez à Madrid, ou bien l'école française d'archéologie de Rome, ou la maison Descartes à Amsterdam. Je pense que c'est une bonne chose. Et les échos que j'en ai sont très favorables. C'est non seulement le collège, mais je crois la culture française qui y gagne. Et enfin, tout récemment, les choses n'ont pas encore commencé, nous sommes autorisés à faire une partie de notre enseignement dans les universités de la CE qui nous demandent. Donc vous voyez le collège comme toute personne qui voit ce qui se passe en Europe, et Dieu sait si les événements capitaux qui se passent en ce moment-là ne peuvent que confirmer ce sentiment. Le collège a bien l'impression qu'il est d'une importance majeure pour l'avenir qu'une collaboration s'établisse entre ces pays de l'Europe. Et je voudrais dire autre chose également. Je voudrais dire ma satisfaction comme administrateur du Collège de France d'avoir trouvé auprès de tous les responsables du ministère de tutelle un accord excellent pour ce projet. Créer une chaire après tout n'est pas une chose tellement facile, et j'ai été encouragé. Et tout particulièrement, je tiens à rendre hommage au président de la République, à qui je n'avais parlé au nom de l'Assemblée il y a maintenant 2 ou 3 ans, et qui m'a très fortement soutenu. Il avait l'intention d'assister à cette première leçon dans la chaire inaugurale, mais c'est un fait que c'est une obligation très lourde, l'en empêche. Néanmoins, il a tenu, pour bien montrer combien il apprécie cette ouverture européenne du Collège de France, il m'a demandé de lire ce message. Voilà donc ce message de M. le Président de la République à l'occasion de l'inauguration de la chaire européenne du Collège de France. Le Collège de France a été créé il y a près de 5 siècles dans un esprit d'ouverture culturelle et scientifique. Il n'a, au fil du temps,
jamais failli à cette mission essentielle au progrès de l'esprit de l'homme. Aujourd'hui, le Collège prolonge son action en créant une chaire européenne. La France pourra ainsi recevoir chaque année, dans une de ses institutions les plus prestigieuses, un grand chercheur européen. C'est une initiative heureuse, dont la valeur symbolique et l'intérêt scientifique n'échapperont à personne et que je tiens à saluer et encourager. Je suis convaincu que cette chaire sera le vecteur d'échanges les plus utiles pour la science, pour la France et pour l'Europe. Que dire après cela, mon cher collègue? Pas grand-chose. Sinon que je tiens beaucoup à vous dire combien nous sommes heureux de vous accueillir ici. Vous êtes le bienvenu et il ne me reste plus qu'à vous transmettre les souhaits les plus sincères de tous vos collègues pour la réussite de votre enseignement et des recherches que vous poursuivrez cette année au Collège de France. Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, c'est un Européen par le cœur autant que par l'esprit que vous avez invité à inaugurer au Collège de France non seulement son propre enseignement, mais celui de toute une lignée appelée à traduire dans l'institution l'ouverture d'esprit qui en fut la règle depuis les origines. Je vous en remercie vivement. La seule manière qui me paraisse répondre à la générosité de votre attente étant non de promettre, mais de faire, vous me permettrez d'inaugurer sans plus tarder et d'une même leçon les deux séries de cours que vous m'avez appelé à donner ici au printemps et à l'automne. Dans cette première leçon, la présence du cardinal de Courtrai, primat des Gaules, m'est particulièrement précieuse, parce que c'est lui, très jeune soldat et gardien de prisonniers de guerre, éveilla dans un Allemand de 17 ans l'amour de la France, terre généreuse et nation d'Europe. Éminence, mesdames et messieurs, chers amis, dans les cahiers de Paul Valéry, tenus pendant de longues années par le titulaire de la chaire de poétique du Collège de France, les observations et les remarques sur le phénomène de la mémoire abondent. La préoccupation, voire la hantise de la mémoire semble n'avoir jamais quitté Valéry, tant et si bien que je n'hésiterai pas à considérer l'ensemble prodigieux des cahiers comme une immense entreprise mnémonique de l'écrivain. Valéry en a parfaitement conscience et prend note de son constat. Je suis moi-même à chaque instant un énorme fait de mémoire, le plus général qui soit possible. Quelle était la raison secrète de cette véritable passion de Paul Valéry pour la mémoire? La peur de l'oubli? Certainement pas, car en même que Valéry cultive et vante la mémoire, il ne cache pas une sympathie discrète pour les valeurs de l'oubli. La mémoire ne nous servirait à rien si elle fut rigoureusement fidèle, observe-t-il, en confirmant ce qu'il avait déjà noté quelques années auparavant, sans oubli, on n'est que perroquet. À y regarder de plus près, la réflexion valérienne sur la mémoire semble rejoindre la pensée de l'un de ses prédécesseurs dans cette maison, Henri Bergson, dont le médaillon orne le mur de cette salle. Comme Bergson sur la chaire de philosophie, Valéry n'a cure de la mémoire banale, de la mémoire qui ne fait que régurgiter le passé. Les deux penseurs se montrent également fascinés par la face de la mémoire qui est tournée vers le présent, voire vers l'avenir. Car la mémoire, là-dessus encore, Valéry s'accorde avec Bergson, alimente le présent et peut à ce titre être appelé l'avenir du passé. Et pourtant,
Au détour d'une page de ses cahiers, Valéry n'hésite pas apparemment à se contredire, sèchement et sans appel, en disant « Nous ne savons rien de la mémoire, rien, rien ». Ce jugement porté en 1923 par l'auteur des cahiers sur le savoir mnémologique qui avait cours de son temps est certainement trop sévère et par là injuste, car il ne tient pas compte des études scientifiques qui, depuis plusieurs décennies déjà, avaient pris une autre route, celle de la recherche expérimentale, considérée aujourd'hui par un grand nombre de chercheurs comme la voie royale pour aboutir à des résultats valables sur le fonctionnement de la mémoire. Il est sans doute légitime de dater cet essor, si c'est un essor, à un siècle de nous, dont bien avant le constat de Valéry. C'est en 1885 que Hermann Ebbinghaus publia son livre « Über das Gedächtnis » de la mémoire. Il y traçait aux psychologues la route à suivre. Les recherches ne devaient se fonder que sur l'expérience. Depuis lors, la méthode expérimentale domina, on ose dire inspira, les recherches psychologiques qui s'enfermèrent derrière les portes des laboratoires avec le profit que l'on sait. La masse des connaissances nouvellement acquises sur le fonctionnement de la mémoire est si complexe qu'en dépit de mes efforts transdisciplinaires soutenus, la compétence me manque pour raconter fidèlement et dans les détails l'itinéraire de cette mnémologie. J'en rappellerai donc aussi sommairement que possible les étapes. Les recherches de la psychologie expérimentale consacrées à la mémoire suivirent d'abord les voies d'un associationnisme qui remontait à David Hume. Elles intégrèrent ensuite, par-ci, par-là, quelques idées du gestaltisme pour dévier, il y a une trentaine d'années, lors de l'avènement de l'ordinateur, dans les voies frayées par la cybernétique et l'informatique, et pour se risquer enfin, de nos jours, encore à tâtons, sur les chemins qu'ouvre la biologie et singulièrement la recherche génétique. Aux yeux d'un nombre croissant de chercheurs, la mnémologie est considérée aujourd'hui comme partie intégrante de la science cognitive et a participé avec celle-ci, au dire de Howard Gardner, à la soi-disant Cognitive Revolution. En faisant récemment le point sur l'état de la psychologie de la mémoire, Alain Lieury accordait en plus une grande importance aux réflexions bien connues de Sigmund Freud sur les lapsus et divers autres troubles dans lesquels il pensait voir se révéler l'inconscient de la mémoire, ainsi qu'aux recherches de Jean Piaget et de son école sur le développement de la faculté mnémonique chez l'enfant. En revanche, dans les très récents comptes rendus de Gardner et de Lieury sur les recherches cognitives et mnémologiques, on cherche en vain une allusion à Bergson ou à Valéry. Ces noms n'y sont pas mentionnés. Plus que par cette lacune peut-être compréhensible des chroniqueurs contemporains des acquis et des découvertes de la recherche à ce sujet, le linguiste que je suis est frappé par le fait que les progrès de la science mnémologique ont laissé la plupart des linguistes assez tièdes, sinon froids. Comment expliquer cette indifférence insouciante qui gouverne les rapports, pour ne pas dire l'absence de rapport, entre la psychologie de la mémoire et les écoles dominantes de la linguistique, même au sein de la science cognitive? Je me l'explique par deux raisons. D'abord, pour bien des linguistes, pas pour tous heureusement, le centre de la recherche est toujours constitué par la structure grammaticale de la phrase. Sujet sans doute important, mais en somme trop réduit pour que le problème de la mémoire puisse se poser dans ce cadre avec toute la richesse de ces aspects multiples. Puis, seconde raison, le caractère foncièrement monoglotte du mainstream anglophone de la recherche linguistique n'a pas contribué non plus à éveiller chez les chercheurs
un intérêt accru pour les stimuli que les personnes désireuses d'apprendre des langues étrangères peuvent trouver dans une némologie tant soit peu avancée. Car quand même ce ne serait pas évident dans la langue, il reste que dans les langues, rien ne va sans la mémoire. Rien, rien. Mais la raison la plus profonde pour expliquer le peu d'intérêt que la psychologie de la mémoire suscite en général pour les résultats acquis dans ces laboratoires se trouve ailleurs. Elle réside dans le fait que la mémoire n'est plus guère perçue par le public intellectuel de notre époque comme phénomène d'ordre culturel. Il est évident que depuis longtemps, bien des fonctions culturelles de la mémoire ont été transférées à l'écriture, à l'imprimerie et plus récemment aux banques de données de nos ordinateurs. Il est également évident que cette évolution qui a beaucoup contribué non seulement à décharger, mais aussi à dévaluer la mémoire, est irréversible et que je n'hésite pas à admettre qu'elle soit ou qu'elle puisse être bénéfique à bien des égards. Seulement, en ce qui concerne la langue et les langues, une bonne mémoire matérialisée dans les livres, les fiches ou les disquettes ne suffit pas pour en disposer spontanément dans une situation communicative donnée. En matière de langage, la mémoire est prompte ou elle n'est pas. C'est pourquoi, tout entouré de livres, de fiches et de disquettes que je suis moi-même, comme presque tout le monde, de nos jours, je me sens incité à réclamer de plus grands égards pour la mémoire, voire, en ce qui concerne ses aspects culturels, une véritable anamnèse de la mémoire. Forcément, une telle anamnèse doit aller loin, car en matière de culture, la mémoire est longue ou elle n'est pas. Pour cette raison, il me paraît inévitable de remémorer ici le très riche trésor de la pensée européenne sur l'ars memoriae, l'art de la mémoire, tel que nous l'avons hérité de son premier auteur et père fondateur, le poète grec Simonide de Céos. Avec votre permission, je tenterai donc de rappeler succinctement à votre mémoire de moderne ce qu'était ou que fut l'art de la mémoire dans l'Antiquité. Pour ce faire, je m'en tiendrai à la forme classique que cette doctrine a prise chez les maîtres de la rhétorique latine, Cicéron, l'auteur Atherénium et Quintilien. Dans cet ensemble doctrinal, il appartenait à la mémoire de garantir la disponibilité mémorielle du texte, parfois assez long, à prononcer par cœur, bien entendu. Cette mémorisation n'était pas forcément littérale, car pour les maîtres de l'éloquence grecque et latine, la question fut fréquemment rouverte de savoir laquelle des deux fixations convient le mieux, la mémoire pour les mots, memoria verborum, ou plutôt la memoria rerum, qui s'en tient aux grandes lignes de l'argumentation. L'emportait généralement la seconde, la mémoire pour les choses. Qu'avaient donc à offrir les orateurs fameux et les rhétoriciens célèbres de l'Antiquité à qui voulait ou devait cultiver sa mémoire langagière? Leur mnémotechnie repose essentiellement sur les éléments suivants. Premier élément. Tous les maîtres, sans exception, enseignaient que la mémoire s'accommode moins bien de l'abstrait que du concret, comme si la mémoire ne se sentait chez elle que dans la perception et la rétention sensible. Second élément. Parmi les 5 sens, la vue est largement privilégiée. La fantasia ou imagination visuelle fournit à la mémoire les images que celle-ci doit retenir. Si bien que, pour nombre d'auteurs, l'imagination et la mémoire ne sont que des aspects à peine disjoints d'une même fonction. Troisième élément. Parmi les arguments appelés à être traités dans un discours oral public,
Rares sont ceux qui remplissent d'eux-mêmes ces conditions de concrétude et de visualité. Les autres sont soumis à un traitement stylistique préalable, notamment par les tropes appelés métaphores et métonymie. L'un et l'autre traitement aboutissent à une image mnémophile. Quatrième élément. Les images qui fournissent ainsi leur part de matière première au discours soumis à mémorisation préalable doivent être disposées si judicieusement dans l'espace que leur suite représente l'enchaînement des arguments dans l'argumentation voulue. Pour assurer cette fonction, l'orateur devait choisir un arrangement spatial qui lui soit familier, par exemple sa maison, tel temple ou encore le forum. Les associations de la mémoire imaginative entre les lieux, loci, et les images, imagines, supposaient évidemment le choix heureux d'une topique riche en détails bien distincts et disposée selon un ordre spatial évident. Cinquième et dernier élément, sonne enfin l'heure du discours public, actio sermonis. Alors l'orateur n'a plus qu'à parcourir, permeare, les lieux de son espace de référence dans l'ordre choisi. À chaque pas, les images qu'il y a déposées lui viennent sous les yeux et avec elles les arguments, dans le bon ordre du discours. Et c'est dans cette forme canonisée que l'art de la mémoire a développé dans la culture européenne une imagination spatiale bien suggestive. La Divine Comédie de Dante, pour n'en citer qu'un seul exemple, mais qui en vaut plusieurs, est en substance une longue permeatio bien réglée à travers les trois lieux cosmiques de l'enfer, du purgatoire et du paradis, lesquels composent ainsi un vaste système mnémonique en fournissant, topos par topos, les images les plus attachantes, accueillantes ou répugnantes, c'est selon, mais toujours les plus frappantes et rémanentes, de sorte que la lectura dantis est en même temps le cours de mnémotechnie esthétique le plus magistral. Si je n'entreprends pas ici le récit de la manière dont la mémoire fut cultivée par bien d'autres auteurs du Moyen-Âge, c'est que l'excellent livre du chercheur anglais Francis A. Yates, dont la traduction française a été publiée en 1975 sous le titre de L'art de la mémoire, en retrace parfaitement et admirablement l'histoire, de l'Antiquité jusqu'au XVIe siècle européen, où Madame Yates situe l'apogée d'une courbe, dont je crois cependant apercevoir dès cette époque l'amorce du déclin qui ne semble pas avoir cessé de s'accélérer jusqu'à nos jours. Permettez-moi d'illustrer la phase critique de ce processus par trois auteurs dont l'ouvrage pourtant très riche en informations de Madame Yates ne fait pas mention. Le premier sera l'humaniste espagnol Juan Luis Vives, 1492 à 1540. Ses écrits psychologiques et pédagogiques participaient, comme l'ensemble de l'humanisme espagnol, d'une transition presque sans heurts entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Ce qu'on y lit à propos de la mémoire est encore très proche du Moyen-Âge et n'a cependant rien à voir avec l'entonnoir massif et monstrueux qui devait servir à instruire Pantagruel. Vives ne songeait pas à caricaturer une fonction dont la valeur lui paraissait encore incontestable. Il demeurait donc persuadé avec tout le Moyen-Âge que savoir veut dire savoir par cœur, et que par conséquent la mémoire est le trésor de toute érudition. Memoriam thesaurum esse totius eruditionis. Il faut donc s'exercer régulièrement à mémoriser, même en dehors des situations qui peuvent exiger qu'on sache
telle ou telle chose par cœur. Néanmoins, on sent déjà percer chez Vives certains bons sens de la pensée moderne. C'est ainsi que son Introductio ad Sapientiam recommandait vivement l'exercice de la mémoire, non seulement comme gymnastique, mais comme diététique mentale. Je traduis de l'original latin quelques-unes des maximes que Vives souhaitait voir inculquées aux élèves pour leur plus grand profit. Ne laisse jamais ta mémoire en repos. Tous les jours, confie-lui quelque chose. Plus tu lui confies, et plus fidèlement, elle gardera ce que tu lui auras confié. Moins tu lui confies de choses, et moins fidèlement elle les gardera. Après avoir confié quelque chose à ta mémoire, laisse-la un moment en paix. Mais un peu plus tard, demande-lui de rendre ce dépôt. Si tu veux apprendre quelque chose par cœur, tu dois le lire très attentivement 4 ou 5 fois le soir. Puis tu iras te coucher. Le lendemain matin, tu demanderas à ta mémoire de te présenter ce que tu lui avais confié la veille. Garde-toi de tout excès de nourriture, de toute indigestion et de tout refroidissement, surtout à la tête. Et la dernière maxime, le vin est la mort de la mémoire. Vinum memoriae mors. Vives insistait aussi sur l'utilité des répétitions à voix haute. Notez que l'expression « apprendre par cœur » et d'après ce modèle « to learn by heart » n'est pas dérivée du cœur, organe du corps, mais du chorus, le cœur qui récite et qui chante. Vives, ne se contentant pas de généralité, recommande à ce sujet à ses élèves de se livrer à ces exercices dans les jardins ou, à défaut, dans les cimetières. Ces échantillons montrent à l'évidence que la culture de la mémoire était à l'époque acte de discipline mentale aussi bien que corporelle. De fait, ces méthodes pédagogiques permettaient une accumulation prodigieuse de savoir positif. Rabelais s'en moquera, on le sait. Mais mon second témoin ne sera pas Pantagruel. C'est un personnage historique que je ferai appel au père jésuite Matteo Ricci, 1552 à 1610. Cet Italien est connu dans l'histoire de l'Église comme père fondateur des missions catholiques en Chine. Le père Ricci devait finalement échouer dans son entreprise, l'autorité papale ne voulant pas entériner le principe d'accommodation, aujourd'hui on dirait le going native, pratiqué par ce jésuite qui s'habillait en moine bouddhiste ou en lettré confucéen et enseignait les fondements de la religion chrétienne en chinois. Mais Matteo Ricci connut un succès d'une autre espèce. En effet, il avait débarqué en Chine avec très peu de livres dans ses malles, mais la tête bien remplie d'un immense savoir. En particulier, il avait appris à fond la mnémotechnie telle qu'elle s'enseignait dans les collèges de jésuites, notamment selon la méthode du traité De Arte Rhetorica, publié par Cipriano Suarez en 1573. C'est d'après cette méthode qu'il apprit lui-même, qu'il proposait à d'autres d'apprendre, les caractères de l'écriture chinoise. Mais c'est aussi sous le signe de Simonide, écrit par lui en 4 caractères pseudosyllabiques, Si-Mo-Ni-De, qu'il plaçait son enseignement de la culture occidentale, comprenant avant tout les mathématiques, les sciences, et naturellement, stimulé qu'il était par la contre-réforme, la doctrine catholique. À cet usage, il inventa, comme l'a bien montré l'historien américain Jonathan D. Spence, un vaste palais de la mémoire, univers topique où il avait disposé avec ingéniosité
les images doctrinales qu'il voulait transmettre à ses élèves chinois, lesquels, on s'en doute, ne se trouvaient pas dépaysés dans un édifice construit certes ad maiorem Dei gloriam, mais c'était là le principe d'accommodation du Père Ricci, avec des matériaux visuellement proches des idéogrammes de l'écriture chinoise. Ce palais de la mémoire, accommodé par le savant missionnaire, imbu qu'il était de ce grand manuel de l'imagination qu'étaient les exercices spirituels d'Ignace de Loyola, invitait donc les Chinois à se faire, par un merveilleux voyage dans l'imaginaire, une certaine idée de la mémoire culturelle de l'Europe. L'héritage des rapports étroits et féconds entre la mémoire et l'imagination était pourtant déjà menacé à l'époque, comme en témoigne, toujours au XVIe siècle, la doctrine du docteur Juan Huarte, H-U-A-R-T-E, psychologue et médecin espagnol, né probablement en 1529, dont le livre Examen de Ingenios de 1575 fut beaucoup lu et souvent commenté dans toute l'Europe. Citons les plus grands parmi les lecteurs de cet examen des esprits. En Espagne, Cervantes, en France, La Rochefoucauld, en Allemagne, Lessing, qui le traduira en 1752. Suivant Aristote, Cicéron et Saint-Augustin, le docteur Huarte distingue trois facultés fondamentales de l'esprit, à savoir la mémoire, memoria, l'imagination, imaginativa, et l'intelligence, entendimiento. Ces trois facultés sont déterminées par différentes dominances de certaines qualités humorales dans le cerveau. C'est ainsi qu'un cerveau humide est bon pour la mémoire, qu'un cerveau sec favorise l'intelligence et qu'un cerveau chaud vivifie l'imagination, alors qu'un cerveau froid n'est proprement bon à rien et ne fait qu'épaissir et engourdir l'esprit. Tout cela paraît évident à notre docteur, car ne faut-il pas, se demande-t-il, pour avoir une mémoire bien performante, un cerveau souple et mou, assez humide pour bien prendre et conserver les empreintes des perceptions. Mais d'autre part, ce surcroît d'humidité doit ralentir les opérations de l'intelligence, dont la démarche a besoin de pistes plus dures, par conséquent d'un substrat humoral plus sec, tandis que de son côté, l'imagination plutôt aérienne préfère un substrat humoral plus chaud. En vérité, cette esquisse n'épuise pas une doctrine qui est en réalité beaucoup plus complexe et plus raffinée. Mais Huarte était assez structuraliste avant la lettre pour orienter sa pensée en premier lieu vers les qualités humorales opposées de ce système. De certaines incompatibilités entre ces qualités, il déduisait des différences d'esprit, voire en l'occurrence une inimitié foncière entre l'intelligence et la mémoire. La enemistad que el entendimiento tiene con la memoria. Car alors que l'imagination chaude peut trouver un modus vivendi avec la mémoire humide, à laquelle elle fournit les images, une mémoire fidèle ne saurait coexister avec une intelligence vive tant que le cerveau ne pourra pas être simultanément humide et sec. Et les observations de tous les jours, poursuit-il, ne confirment-elles pas cette doctrine? Les jeunes, dont le cerveau est encore humide, n'ont-ils pas bonne mémoire, contrairement aux vieux, qui ont à force d'en user desséché leur cerveau, ce qui a l'avantage de rendre leur intelligence plus alerte? Pour la même raison, il est convaincu que les femmes ont souvent la mémoire bonne, mais l'intelligence pauvre. Et de même, finalement, les Allemands, qui vivent dans les conditions humides d'un climat septentrional, sont-ils, comme cela tombe sous le sens,
forts en mémoire, mais faibles en intelligence. Y los alemanes grande memoria y poco entendimiento. Maîtres et professeurs doivent savoir tout cela pour orienter élèves et étudiants vers les disciplines qui leur conviennent le mieux. Ainsi, les forts en mémoire, c'est-à-dire ceux dont le cerveau a un taux d'humidité assez élevé, sont-ils à orienter plus particulièrement vers les professions et les sciences où la mémoire importe plus que les autres facultés de l'esprit? Entendez le droit, la théologie dite positive, la cosmographie, l'arithmétique et surtout les langues. Car celles-ci s'acquièrent par la mémoire, con la memoria se adquieren. Aussi faut-il apprendre les langues assez jeunes, à un âge où le cerveau est encore naturellement assez humide. Eh bien, cette théorie des facultés de l'âme a beau être bizarre, on y trouve bien des choses vues au milieu du fatras doctrinal dans lequel survivait cette philosophie dite naturelle, philosophie naturelle. Mais surtout la diffusion européenne de l'examen des esprits, ou anacryse, comme il s'appelait en France dans la traduction de Chapuis, 1580, ainsi que son influence historique sur un grand nombre d'auteurs sont des faits majeurs de l'histoire de la mémoire culturelle européenne. C'est ainsi qu'il y a plus de 30 ans, j'ai tenté de montrer dans mon livre Das Ingenium Don Quixotes, 1956, et plus particulièrement dans un chapitre sur la mélancolie de Don Quichotte, que Cervantes, fils de chirurgien, a bien connu la doctrine de Huarte, et que le couple fameux de Don Quichotte et de Sancho Panza illustre, ou du moins reflète, les contrastes d'humeur dont Huarte avait élaboré la théorie. En effet, Don Quijote, ingenioso hidalgo, et en même temps caballero de la triste figura, chevalier de la triste figure, est caractérisé dans son esprit au génie propre, ingenio, par une constellation particulière d'imagination et d'intelligence qui se constitue nécessairement sous l'influence de la mélancolie, alors que Sancho Panza est l'homme de la mémoire. Ce qui revient à dire qu'il manque à la fois d'imagination, il ne voit pas les géants dans les moulins à vent, et d'intelligence, il ne sait pas raisonner dans les règles, et que de ce fait, il est fort bien placé sur le dos de son âne, son homologue dans le règne animal. Mais au fur et à mesure que Cervantes, au lieu d'ironiser et de railler la folie du chevalier et la sottise de l'écuyer, découvre, aux deux sens du terme, sa sympathie pour ces deux personnages, la folie débridée de Don Quichotte devient de plus en plus ingénieuse, en même temps que la bonne mémoire de Sancho Panza le dote d'un très solide bon sens, ne fût-ce que parce qu'elle garde la leçon des sermons dominicaux du curé de campagne et qu'elle puise dans l'inépuisable trésor d'arguments terre à terre que fournissent au peuple les proverbes, refranes. Grotesque ou non, cette incarnation littéraire de la mémoire a survécu ainsi à la doctrine qu'il avait en partie engendrée. Et l'œuvre magistrale de Cervantes marquera pour longtemps l'image que l'Europe s'est forgée non seulement de l'esprit mélancolique, mais aussi de la mémoire. En France, Montaigne, dont les premiers essais parurent la même année que la première traduction française du livre de Huarte, partageait au sujet de la mémoire l'opinion de l'auteur espagnol. Et tout le monde sait que Montaigne, dans son fameux essai 26 du premier livre, intitulé « De l'institution des enfants », a scandalisé les partisans de la mémoire en écrivant que « savoir par cœur n'est pas savoir », et que le même auteur a toujours préféré la tête bien faite à la tête bien pleine. Ce jugement plutôt sévère pour les œuvres et le travail de la mémoire avait de quoi séduire les lecteurs de Montaigne, surtout en France.
et semble avoir été compris comme un verdict sans appel, plutôt que comme un rappel au bon sens, à telle enseigne que mon collègue et ami Jean-Marie Zem, tout récemment, dans une réflexion critique sur l'état présent de l'instruction publique, demandait quelle pouvait bien être la valeur de la sempiternelle invocation de la tête bien faite contre la tête bien pleine, sinon de servir de prétexte à bien vider les têtes, en feignant d'avoir oublié, voire en l'ayant vraiment oublié, que la fameuse citation de Montaigne était tirée d'une des têtes les mieux remplies. En effet, les fameuses sentences némophobes de Montaigne ne sont pas si catégoriques que cela. Regardons-les d'un peu plus près. Dans l'essai mentionné, l'auteur s'écarte pour un moment de son dessein de ne faire que de se peindre lui-même pour essayer de former un précepteur qui sache éduquer, grâce à un programme pédagogique approprié, un garçon de la noblesse, en tirer, comme il dit, un habile homme ou gentilhomme. Au XVIIe siècle, on dira plutôt un honnête homme, mais surtout pas un homme savant. Ainsi, l'éducation choisie pour lui aura pour premier objectif, à côté des mœurs, l'entendement. Montaigne emploie ici les mêmes catégories que Ward, et non les sciences particulières telles que la logique ou la grammaire. Mais cette visée pédagogique n'impliquait pas chez Montaigne l'abolition tout court de la mémoire. Son intention, si tant est qu'on pût, sans la dénaturer, l'exprimer dans de pareils termes, était de substituer à la memoria verborum, trop pédante à ses yeux, la memoria rerum, c'est-à-dire la mémoire textuelle et argumentative. N'est-ce pas là le sens de sa phrase ? Mais que notre disciple soit bien pourvu de choses. Les paroles ne suivront que trop. Il les traînera si elles ne veulent suivre. En d'autres termes et en latin, rem tene, verba sequentur, ce que justement recommandait à l'orateur le vieux Caton et qui est devenu la maxime majeure concernant la mémoire pour les choses. C'est avec Rousseau que ces choses, littéralement, changent. Émile, on le sait, n'apprendra jamais rien par cœur, pas même des fables, pas même celles de La Fontaine, toutes naïves, toutes charmantes qu'elles sont, car les mots de fable ne sont pas plus les fables que les mots de l'histoire en sont l'histoire. Pas de mémoire pour les mots, donc, puisque celle-ci ne ferait qu'implanter dans la tête des enfants les premiers préjugés. Que sert d'inscrire dans leur tête, se demande Rousseau encore, un catalogue de signes qui ne représentent rien pour eux. En apprenant les choses, n'apprendront-ils pas les signes? Pourquoi leur donner la peine inutile de les apprendre deux fois? Nous voilà, une fois de plus, en présence d'une allusion à la memoria rerum. Mais est-ce bien dans le même sens que chez Montaigne? Il s'en faut. Pour Montaigne, la mémoire pour les choses visait encore du langage, notamment l'organisation du discours et l'enchaînement des arguments dans le texte. Tandis que pour Rousseau, les choses sont celles de la réalité, de l'action, ou, comme il aimait à dire, de la nature. Le seul livre qu'Émile ait à lire est donc le grand livre de la nature, dans lequel, sans y songer, il enrichit continuellement sa mémoire, en attendant que son jugement puisse en profiter. Voilà donc, avec l'épithète de Rousseau, la véritable mémoire d'Émile. De toute évidence, ce n'est pas non plus une mémoire vide, ce n'est pas le degré zéro de la mémoire, car elle accumule l'expérience directe du monde. Mais il faut bien reconnaître qu'en termes de mémoire langagière, le bilan est léger. C'est peu de choses, dit encore Rousseau, peu de choses. C'est peu de choses d'apprendre les langues pour elles-mêmes. Leur usage n'est pas si important qu'on croit.
Pour les autres philosophes du siècle des Lumières, on sans doute la mémoire a perdu presque tout son prestige philosophique et moral, et beaucoup d'entre eux, depuis Cordemoin jusqu'à Helvétius, et souvent sous l'influence directe de Huarte, partagent la conviction d'une incompatibilité foncière entre une haute intelligence et une bonne mémoire. Même Voltaire, malgré son beau morceau de prose intitulé « Aventure de la mémoire », mais c'est la déesse mémoire, mnémosyné. Même Voltaire ne songe pas à réserver à cette déesse une entrée dans son dictionnaire philosophique. Condorcet n'en parle guère plus dans son esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, puisqu'aussi bien à son avis, aucun de ces progrès n'est dû au perfectionnement de la mémoire. Emmanuel Kant, enfin, ne voit dans la mémoire, que du reste il associe volontiers à la sottise, rien que l'âne de somme, Lastesel, qui peut au mieux nous aider à gravir le Parnasse. Sur l'histoire culturelle de la mémoire depuis les Lumières, je serai bref. Philosophie locuti, causa finita. La mémoire est perçue et dénoncée comme l'ancien régime des intellectuels, la Bastille de l'esprit conservateur et traditionnaliste. Ceux qui pensent font usage de la raison et non pas de leur mémoire. Quelques esprits indépendants tels que Bergson et Valéry, qui continuent à rendre raison de la mémoire, n'arrivent pas à redresser les torts. Heureusement pour nous, tous n'ont pas suivi ce principe parce qu'il est évident que dans plusieurs domaines, on ne saurait en aucun cas se passer de la mémoire et de ses œuvres culturelles. C'est ainsi que les historiens, d'après le témoignage de Georges Duby, n'ont jamais pu cesser de faire la part dans l'utilisation de leurs sources entre les apports de la mémoire, parfois intéressés, et les fuites de l'oubli, qui ne sont pas toujours désintéressés non plus, mais qui néanmoins ne sont jamais de pure perte fortuite. Il serait cependant erroné d'identifier sans façon mémoire et histoire. L'histoire, il est vrai, présuppose la mémoire, ou plutôt toutes sortes de mémoires, y compris les mémoires au masculin. Mais l'histoire est elle-même une forme toute particulière de la mémoire. Témoin, entre autres, et peut-être en premier lieu, le peuple juif, qui, d'après une remarque tout à fait pertinente de Jacques Le Goff, est par excellence le peuple de la mémoire, et qui néanmoins, comme l'a très bien montré l'historien américain Joseph Haïm Yerushalami, n'a presque jamais, à travers les siècles, développé d'historiographie propre au sens que nous prêtons aujourd'hui à ce terme. Reste à parler des écrivains et des poètes modernes. Me sera-t-il permis d'être très bref à leur égard, en constatant tout simplement qu'ils n'ont pas oublié que dans la mythologie grecque, la déesse mémoire, Mnémosyné, est la mère des muses, et qui sont restés à travers l'histoire littéraire les très fidèles gardiens de la mémoire? Ce serait vrai pour plus d'un d'entre eux, mais généralement parlant, la réponse ne devrait pas être donnée si vite que cela. Car la mémoire dont continue de s'inspirer à l'époque moderne tel écrivain, tel poète, cette mémoire est bien souvent une mémoire mise à l'écart, voire mise en péril. Ainsi, dans un de ses hymnes les plus beaux, mais aussi les plus énigmatiques, qui porte justement le nom de Mnémosyné, Hölderlin fait un pèlerinage poétique à Éleuthère, cité de la mémoire, pour évoquer en ces lieux le souvenir des héros morts, tels qu'Achille, Ajax et Patrocle, mais aussi peut-être, si nous en suivons l'interprétation de Friedrich Baissler, pour y célébrer le souvenir de la mémoire
morte elle aussi. Au contraire, à première vue, dans un conte très connu de l'écrivain argentin Jorge Luis Borges, intitulé Funes, le fort en mémoire, Funes el memorioso, la mémoire a l'air d'être bien vivante, car le protagoniste souffre, jusqu'à en perdre son identité, d'une hypermnésie telle qu'il est totalement privé de la faculté d'oublier. Mémoire menaçante donc, après la mémoire menacée de Hölderlin. Finalement, Yves Bonnefoy guide nos pas dans un jardin de la mémoire. Mais celui-ci est désert, couvert de ronces et dévoré par les flammes. Ainsi le poème où il en est question s'intitule-t-il justement « Menace du témoin ». Mais Proust, enfin, ne trouverons-nous pas en lui, en pleine époque moderne, l'épanouissement le plus rayonnant et le triomphe sans égal de la mémoire, puisque c'est par les voies de celle-ci que s'opère, et avec quelle trouvaille, la recherche du temps perdu. Certes, l'œuvre proustienne peut bel et bien être appelée l'apparition romanesque la plus parfaite de la mémoire, mais une fois de plus, nous nous trouvons en présence d'une mémoire singulière et singulièrement aberrante par rapport à la tradition culturelle de l'art de la mémoire dont j'ai parlé tout à l'heure. Car la mémoire sur laquelle s'édifie l'admirable architecture du roman proustien est sensiblement différente de la mémoire fortement disciplinée des anciens maîtres de la rhétorique. La mémoire de la recherche est essentiellement une mémoire involontaire qui privilégie spontanément les sens mineurs ou inférieurs. En tout cas, les sens les moins intellectuels, à savoir le goût, la madeleine, l'odorat, les aubépines, et même le dernier venu, le sens synesthétique, les dalles inégales de Saint-Marc à Venise. Ces sens constituent un peu, si vous me permettez cette métaphore, les classes inférieures et quasiment prolétaires dans l'univers mémoriel, en pleine contestation contre l'establishment des sens supérieurs, notamment du sens trop intelligent, parce que trop clairvoyant, de la vue, qui avait jusque-là dominé presque exclusivement la mémoire poétique. C'est donc une mémoire en quelque sorte subversive qui devient chez Proust le véhicule de la recherche du temps perdu. Comment donc s'étonner du fait que chaque fois que cette mémoire toute poétique, parce que toute neuve, apporte un élément d'antan, même insignifiant en lui-même, un sentiment inouï de bonheur vient à naître dans les personnages du roman. Finalement, la boucle se referme et la mémoire poétique rejoint l'oubli. On sait quelle fascination a exercé sur toute l'Europe, en 1828, l'apparition en Allemagne, à Nuremberg, d'un jeune homme d'origine peut-être princière, mais complètement dénué de mémoire, et que l'on devait baptiser, ou plutôt rebaptiser, Gaspard Hauser, pour fonder sur ce nom une nouvelle mémoire, à tout hasard certes, mais profondément poétique cette fois aux yeux de bien des poètes tels que Verlaine, Rilke, Trakl, Stefan Georg et plus récemment Peter Handke. L'amnésie même est ici devenue mémorable. Nous vient aussi à l'esprit l'histoire de Siegfried, le héros du roman et de la pièce bien connue de Jean Giraudoux. Le protagoniste, pour m'en tenir à la pièce, a perdu la mémoire par suite d'une blessure de guerre. Je rappelle au passage que l'essor des recherches de psychologie expérimentale sur la mémoire était alors dû à la thérapie d'un grand nombre de lésions par balles survenues pendant la guerre et que Giraudoux se tenait au courant des travaux de pathologie. Mais son intérêt primordial était d'une autre nature. Le cas médical était pour lui un cas politique. C'est un amnésique inconnu trouvé sur un champ de bataille en France
à qui fut donné le nom très germanique et très wagnérien de Siegfried. Ce personnage s'engage par la suite avec beaucoup d'ardeur dans le mouvement nationaliste de l'Allemagne de l'entre-deux-guerres. Le retournement bien giraldusien ne se fait pas attendre. L'amour triomphe de l'amnésie et Siegfried recouvre la mémoire. Mais la mémoire ensevelie qu'il découvre est celle d'un Français du nom de Jacques. Désormais, Siegfried Jacques vivra avec une mémoire double, à la fois allemande et française. Et c'est déjà presque, l'oubli aidant, une mémoire européenne. Mesdames et messieurs, que conclure de ces brèves remarques? Autrement dit, que pourrons-nous, les Européens d'aujourd'hui, retenir de cette esquisse d'une future histoire culturelle de la mémoire en Europe? Il convient tout d'abord, à mes yeux, de ramener sur le même plan et d'illuminer d'un même jour les travaux entrepris dans nos laboratoires de psychologie empirique et expérimentale et les connaissances historiques acquises par la lecture attentive des grands textes européens qui nous parlent du plus profond de notre histoire, des hauts faits, mais aussi des faits divers de la mémoire, pour chercher à intégrer dans un même horizon de recherche et dans une même mnémothèque, comme dirait André Miquel, ces deux sortes de savoir. Le lieu de leur rencontre pourrait être, ce me semble, la linguistique, à condition que celle-ci se conçoive, pour ce qui regarde ces programmes de recherche, dans un esprit de générosité qui respecte la rigueur des méthodes scientifiques, tout en se tenant ouverte aux suggestions les plus souples de l'histoire culturelle. Plus concrètement parlant, je dirais que la linguistique textuelle que je professe est peut-être appelée à découvrir, et pourquoi pas justement au Collège de France, un large champ de travail insuffisamment labouré jusqu'ici, si je ne me trompe, à mi-chemin entre les deux formes extrêmes de la mémoire, privilégiée dans les analyses du passé récent, à savoir la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Je veux dire le très vaste domaine de la mémoire à moyen terme, à laquelle avaient pris un intérêt si vif les maîtres de l'art de la mémoire depuis l'Antiquité jusqu'au seuil de notre époque. J'entends par là une mémoire qui ne se mesure ni en secondes, ni en décennies d'une vie humaine, mais qui suit à tout moment un rythme variable qui se règle avec une flexibilité toute bergsonienne sur les pertinences pragmatiques. Il n'est pas trop difficile de reconnaître dans cette mémoire à portée moyenne, trop peu appréciée dans les recherches mnémologiques récentes, la mémoire pour les choses, la memoria rerum des anciens et de quelques modernes. Je ne vous cacherai donc pas, dans cette leçon inaugurale sur la mémoire linguistique de l'Europe, ma prédilection pour cette memoria rerum, mémoire qui ne s'agrippe pas à chaque mot et qui par conséquent me paraît être la forme la plus libérale de la mémoire, parce qu'elle résume les bienfaits de la réminiscence et de l'oubli. Les idées que je viens d'énoncer seront aussi celles qui me guideront dans les cours que j'aurai à donner dans cette maison, au printemps et en automne de cette année. Dans l'un et l'autre de ces cours, je tâcherai de repenser la linguistique à partir de la mémoire. Dans ce cadre méthodologique général, le cours du printemps sera consacré plus particulièrement à la linguistique textuelle. Je pense en effet que la catégorie du texte permettra assez bien de montrer, à mi-chemin entre la syntaxe de la phrase et le lexique des grands dictionnaires, la portée moyenne de la memoria rerum, que l'on peut aussi, et à juste titre, appeler une mémoire textuelle. Puis, au cours de l'automne, je parlerai, avec plus de pièces historiques à l'appui, de la mémoire culturelle de l'Europe,
dans ses incidences sur le langage, sans exclure de ces considérations, bien évidemment, la littérature de l'Europe, les littératures de l'Europe. Mais cette mémoire culturelle de l'Europe, en quoi est-elle spécifiquement européenne? Il est vrai que la mémoire collective, comme l'a décrite Maurice Halbwachs, opère dans plusieurs cadres sociaux. La famille, l'atelier, le quartier, la région, la classe sociale, la nation, la communauté religieuse. Tous ces lieux inscrivent leurs propres traces dans la mémoire des hommes, et l'Europe n'y est pas privilégiée a priori. Mais, parmi ces cadres de la mémoire collective, la mémoire proprement européenne est certainement d'une qualité particulière, car elle s'est présentée d'un seul élan, dès l'aube de notre ère, et avec quelle force, avec quel art. Et c'est dans cette forme, certes parfois assez convenue, mais toujours visionnaire, que la mémoire, celle de la déesse Mnémosyné et des Muses, a profondément marqué la culture de l'Europe, bâtissant cette maison commune dans laquelle les Européens de notre époque peuvent encore vivre et se promener en évoquant et rappelant tour à tour le nombre impressionnant d'images déposées là par toutes les générations d'Européens, images mnémoniques qui nous observent avec des regards familiers.